Cette Coupe du Monde devait être une célébration du beau jeu. À la place, elle s'est transformée en quelque chose de bien plus trouble, un tournoi où la politique et le football sont devenus impossibles à séparer, et où les géants de ce sport tombent les uns après les autres, parfois à cause de choix tactiques, parfois à cause de forces qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Moins de 24 heures après l'élimination des Pays-Bas de la Coupe du Monde, de la manière la plus cruelle imaginable, leur sélectionneur a définitivement quitté ses fonctions. Ronald Koeman, légende du football néerlandais, un homme qui avait entraîné le FC Barcelone, Everton et l'Ajax au cours d'une carrière d'entraîneur longue de plus de 25 ans, a démissionné. Le tournoi venait de faire une nouvelle victime, et cette fois, il s'agissait de l'un des noms les plus respectés du football. Mais avant d'en venir à Koeman, il faut prendre un peu de recul et regarder l'étrange décor noué et tendu, dans lequel cette Coupe du monde entière est en train de se jouer. Car le football et la politique s'y sont heurtés d'une façon que presque personne n'avait vraiment anticipée. Ce tournoi, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, devait marquer un nouveau départ après les scandales de corruption qui avaient assombri les Coupes du monde en Russie et au Qatar. Au lieu de cela, il est devenu une sorte de paratonnerre des tensions politiques mondiales, en grande partie à cause de l'omniprésence du président Donald Trump durant toute la préparation et pendant le tournoi lui-même. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a remis à Trump ce qui a été présenté comme un prix de la paix de la FIFA, une récompense tout juste inventée, avec trophées, médailles et certificats, censés saluer ce qu'Infantino a décrit comme les accomplissements de Trump en faveur de la paix. Trump a porté fièrement cette médaille sur la scène du Kennedy Center. Quelques semaines plus tard, des forces spéciales américaines étaient envoyées au Venezuela pour capturer le président du pays, puis Trump et le dirigeant israélien lançaient une action militaire contre l'Iran. Les critiques n'ont pas manqué de relever l'ironie. Cette proximité entre la FIFA et la Maison-Blanche a nourri des appels au boycott venus de plusieurs horizons. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a dirigé l'instance du football mondial pendant près de 2 décennies avant de démissionner au cœur de son propre scandale de corruption, a publiquement appelé les supporters à éviter les matchs disputés sur le sol américain en évoquant la conduite intérieure et internationale de l'administration Trump. Au Royaume-Uni, des députés de la Chambre des communes ont évoqué l'idée que l'Angleterre et l'Écosse devraient envisager de se retirer complètement, y voyant une manière d'embarrasser le président américain après ses menaces répétées au sujet du Groenland. En Afrique du Sud, le chef de l'opposition Julius Malema a établi une comparaison directe entre l'administration actuelle à Washington et l'ancien régime d'apartheid, appelant la fédération de son pays à quitter purement et simplement le tournoi. Plus de 100 000 personnes aux Pays-Bas ont signé une campagne en ligne en faveur d'un boycott néerlandais, même si la Fédération royale néerlandaise de football a déclaré ne prévoir aucun retrait et se contenter de suivre la situation en coordination avec le gouvernement néerlandais. Les restrictions de voyage ont encore aggravé les choses. Des supporters venus du Sénégal et de Côte d'Ivoire ont vu leur projet bouleversé lorsque l'administration a annoncé une interdiction de voyage qui, dans les faits, les empêchait d'entrer dans le pays sans visa, au motif de ce que les responsables ont qualifié de lacunes dans les procédures de contrôle et de vérification. Des supporters d'Iran et d'Haïti, 2 nations qualifiées pour le tournoi, ont été pris dans les mêmes restrictions et les supporters n'ont pas été les seuls touchés. Un arbitre somalien, détenteur d'un visa valide et censé officier lors de matchs de cette même Coupe du Monde, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis, les autorités invoquant une association présumée avec des organisations terroristes suspectes. Cette affirmation a suscité de vives critiques, notamment au regard de l'attention récemment portée aux communautés somaliennes dans des villes comme Minneapolis. Selon plusieurs informations, un attaquant irakien aurait été retenu et interrogé pendant des heures après l'atterrissage de son équipe sur le sol américain. La sélection d'Ouzbékistan a subi des contrôles inhabituellement stricts avant un match de préparation. De son côté, la FIFA est restée largement silencieuse, Infantino se contentant à un moment de dire aux journalistes, à Mexico,
que l'organisation ne contrôlait pas tout. Les éditoriaux européens, eux, n'ont pas mâché leurs mots. Un grand quotidien français a décrit cette édition du tournoi comme la vitrine personnelle de Trump, destinée à sa propre gloire, en estimant qu'Infantino avait multiplié les flatteries envers le président américain au détriment de la crédibilité institutionnelle de la FIFA, alors même que les deux autres pays hôtes, le Mexique et le Canada, ont eux aussi subi les menaces et les tensions venues de cette même administration. L'élargissement du plateau à 16 équipes supplémentaires, avec 40 matchs en plus et 10 jours ajoutés au calendrier, a également été critiqué comme une opération financière, censée générer environ 11 milliards de dollars de recettes pour la FIFA, tandis que les interrogations se multiplient sur le prix des billets, la logistique et le coût humain d'un événement de cette ampleur, organisé sous un tel nuage politique. Voilà donc l'environnement qui entoure le football lui-même, tendu, politiquement chargé, et de plus en plus difficile à distinguer du sport qu'il est censé célébrer. Et c'est dans ce contexte que les Pays-Bas ont subi la sortie la plus douloureuse de toute leur histoire en Coupe du Monde. Parlons de l'ampleur de ce qui est arrivé aux Néerlandais, car il ne s'agissait pas simplement d'une défaite, c'était une humiliation historique. Les Pays-Bas font partie des grandes nations du football mondial, 3 fois finalistes de la Coupe du Monde, un pays qui avait atteint au moins les huitièmes de finale lors de 11 Coupes du Monde consécutives, avec notamment un quart de finale 4 ans plus tôt au Qatar. Pour les Néerlandais, atteindre la phase à élimination directe n'était pas un espoir, c'était presque un héritage, quelque chose que les supporters considéraient comme acquis tous les 4 ans. Cette fois, ils n'ont même pas été jusque-là. Ils ont été éliminés en 16e de finale par le Maroc, signant la sortie la plus précoce de l'histoire du football néerlandais en Coupe du Monde. Jamais les Pays-Bas n'étaient rentrés aussitôt d'un tournoi pour lequel ils s'étaient qualifiés. Koeman n'a pas seulement perdu un match, il a dirigé le pire résultat mondialiste jamais produit par son pays. Et voici ce qui a transformé la déception en véritable colère chez les supporters néerlandais. La manière dont cela s'est produit a donné l'impression d'un échec entièrement provoqué par eux-mêmes. Pendant la phase de groupe, cette équipe des Pays-Bas avait été un vrai plaisir à regarder. Elle avait inscrit 10 buts en 3 matchs, dont une démolition 5-1 contre la Suède, en plus de victoires face à la Tunisie et d'un nul âprement disputé contre le Japon. C'était un football fluide, audacieux, porté vers l'attaque, exactement le style qui avait fait tomber tant de gens amoureux du football néerlandais. À l'entrée de la phase à élimination directe, ils avaient l'allure de véritables prétendants au titre. Puis ils sont tombés sur le Maroc et Koeman a pris une décision qui a laissé les analystes perplexes. Il a déchiré le plan offensif qui fonctionnait si bien et est passé à une ligne défensive à 5. Un système qu'il n'avait plus utilisé depuis très longtemps, conçu spécialement pour neutraliser les attaquants marocains les plus dangereux. Le choix s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Cette structure prudente et défensive n'a pas seulement échoué à contenir le Maroc, elle a aussi étouffé l'attaque néerlandaise, abandonné le ballon au Maroc, invité l'adversaire à avancer et transformé une équipe qui venait de marquer 10 buts en 3 matchs en une ombre passive, inoffensive et sans mordant. Comme l'a résumé sans détour un analyste après la rencontre, ce dispositif a pratiquement permis au Maroc de jouer en confiance. Les Néerlandais ont renoncé à la possession, cessé de presser haut et reculé profondément dans leur moitié de terrain. Franchement, ils semblaient terrifiés par une équipe marocaine qui avait déjà atteint une demi-finale de Coupe du Monde en 2022. À ce niveau, jouer avec la peur ressemble presque à une condamnation. Pendant un moment, pourtant, le pari a failli fonctionner malgré tout. Contre le cours du jeu et seulement après que Koeman a enfin abandonné la défense à 5 et lancé un attaquant supplémentaire, Cody Gakpo a poussé le ballon au fond à la 72e minute pour donner l'avantage aux Pays-Bas 1-0. Il y avait une vraie charge émotionnelle derrière ce but. Gakpo avait choisi de rester avec le groupe national malgré une perte personnelle dévastatrice dans sa famille, quelques jours seulement avant le début du tournoi, et il est tombé à genoux en larmes après avoir marqué, tandis que ses parents apparaissaient visiblement bouleversés dans les tribunes. Pendant un bref instant,
On a cru que les Pays-Bas allaient s'échapper de Monterrey avec une victoire que leur prestation d'ensemble ne méritait pas vraiment. Mais cette Coupe du Monde n'avait pas fini de collectionner les victimes. Au bout du temps additionnel, à la 91e minute, Shemseddine Talbi a envoyé un centre dangereux et le défenseur central marocain Issa Diop s'est élevé au-dessus du capitaine néerlandais Virgil van Dijk pour inscrire de la tête son tout premier but international, ramenant le score à 1-1. La prolongation n'a rien réglé. Le gardien néerlandais Bart Verbruggen a réalisé un arrêt réflexe splendide pour maintenir son équipe en vie au cœur des 30 minutes supplémentaires. Et le match s'est donc dirigé vers l'endroit que les supporters néerlandais redoutent plus que tout au monde, une séance de tirs au but. L'histoire des Pays-Bas dans cet exercice est véritablement brutale. Il s'agissait de la 10e séance de tir au but de l'équipe nationale néerlandaise dans un grand tournoi et de sa 8e défaite dans ce format, la 3e élimination consécutive en Coupe du Monde au tir au but. À ce stade, cela ressemble moins à de la malchance qu'à une véritable malédiction nationale. Justin Kluivert a trouvé la barre transversale. Quinten Timber a envoyé sa tentative à côté. Crescencio Somerville a vu son tir repoussé par le gardien marocain expérimenté Yassine Bounou. Puis est venu le tour d'Ismaël Zaibari. Le milieu du PSV s'est avancé, a marqué le tir au but de la victoire, a arraché son maillot dans la célébration et a envoyé le Maroc en 8e de finale contre le co-organisateur canadien. Le premier tir marocain, signé Neil El Ainaoui, avait lui aussi heurté la barre, et une tentative ultérieure de Soufiane Rahimi a semblé être arrêtée par Verbruggen avant que le ballon ne glisse sous lui et ne franchisse douloureusement la ligne. Le chaos était des deux côtés, mais le Maroc a gardé ses nerfs au moment le plus important et a remporté la séance 3-2. Les Pays-Bas étaient éliminés et le pari tactique à l'origine de tout portait les empreintes de Koeman partout. Les critiques qui ont suivi ont été immédiates et impitoyables. Les choix prudents de Koeman étaient déjà remis en cause avant même le début du tournoi. Son deuxième passage à la tête de la sélection avait globalement déçu, construit autour d'un style passif qui, fait remarquable, n'a jamais produit la moindre victoire contre une nation classée dans les 25 premières de la FIFA pendant toute cette seconde période. La décision face au Maroc est simplement devenue la dernière pièce accablante du dossier. À son crédit, Koeman ne s'est pas caché. Il a défendu publiquement son changement tactique, affirmant qu'il ferait exactement le même choix et soutenant que le travail d'un entraîneur consiste à modifier l'organisation dès lors qu'une équipe concède trop d'occasions. Mais il a aussi accepté l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. « Personne n'est plus déçu que moi », a-t-il déclaré ensuite, ajoutant qu'en tant que sélectionneur national, la responsabilité lui revenait, qu'il l'avait ressentie profondément et qu'il la ressentirait toujours. Moins d'un jour plus tard, il confirmait sa démission. C'est ici que cette histoire cesse d'être purement footballistique et devient quelque chose de beaucoup plus lourd, quelque chose qui mérite d'être traité avec gravité. La décision de Koeman de s'éloigner ne concernait pas seulement la tactique ou un résultat décevant au tableau d'affichage. Dans son message d'adieu publié sur Instagram, il a révélé un élément qui reconfigure tout le tournoi pour le camp néerlandais. Son épouse, Bartina, lutte contre un cancer du sein depuis toute cette période, suivant un traitement pendant que son mari était loin d'elle, engagé comme sélectionneur à la Coupe du Monde. Les mots de Koeman ont frappé fort. « Hier soir, j'ai pris la décision de mettre fin à mon mandat de sélectionneur des Pays-Bas », a-t-il écrit. Nous partagions tout le rêve d'écrire l'histoire lors de cette Coupe du Monde. Mais nous n'y sommes pas parvenus. En tant que sélectionneur, la responsabilité finale m'incombe. Il a poursuivi en expliquant que malgré sa propre maladie, Bartina l'avait soutenu et encouragé chaque jour à terminer son travail de sélectionneur, et que lorsqu'une personne que l'on aime profondément mène un combat difficile, toute votre perspective sur la vie change. Voilà un homme qui ne s'en va pas simplement parce qu'un pari tactique a échoué sur le terrain,
mais parce qu'il sait exactement où se situe le football dans l'ordre plus vaste des choses. Il a énuméré les grands clubs qu'il a entraînés au cours d'une carrière de plus de 2 décennies: Ajax, Feyenoord, PSV, Barcelone, Everton, et cela ressemblait presque à un homme refermant discrètement le livre de toute sa carrière d'entraîneur. Pas seulement celui de son second passage à la tête de la sélection néerlandaise. Il a dû partir avec des sentiments mêlés, mais surtout avec de la fierté. Et quoi que l'on pense de ses décisions tactiques contre le Maroc, la seule réaction raisonnable est de lui souhaiter, à lui et à sa famille, du courage dans une période réellement difficile. La fédération néerlandaise cherche désormais un nouveau sélectionneur pour conduire le projet vers l'Euro 2028. Il reste un élément dans cette histoire, et c'est la note la plus laide de toute la campagne néerlandaise. Après la défaite aux tirs au but, les 3 joueurs néerlandais qui ont manqué leur tentative, Kluivert, Timber et Somerville, ont été visés en ligne par des insultes racistes, ignobles et haineuses. La Fédération royale néerlandaise de football a condamné ces abus dans les termes les plus fermes et confirmé qu'elle déposerait un signalement officiel via le canal national, chargé des signalements de discrimination en ligne. Une fois ce signalement déposé, des juristes évaluent si les commentaires atteignent le seuil d'une infraction punissable, un processus qui peut conduire à une plainte formelle auprès du procureur et potentiellement à une enquête pénale complète. Soyons parfaitement clairs. Manquer un tir au but dans une Coupe du Monde, c'est une blessure sportive immense, ce n'est pas un crime. Ce sont des joueurs qui ont porté sur leurs épaules les espoirs de tout un pays et qui ont échoué pour quelques centimètres, exactement comme de grands joueurs peuvent parfois échouer au plus haut niveau. Les abus dirigés contre eux en ligne sont honteux et n'ont aucune place autour de ce jeu. Ils rappellent un schéma sinistre déjà vu, notamment les insultes racistes subies par les Anglais. Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho, après la finale de l'Euro 2021. Une affaire qui avait finalement conduit à des peines de prison pour 2 responsables. Le football est censé rassembler les gens. Des abus comme ceux-là font exactement l'inverse, et toute personne responsable mérite les conséquences qui suivront. Prenons maintenant du recul et regardons le tableau d'ensemble, car Coman est loin d'être une victime isolée. Il fait partie d'un motif qui définit réellement toute cette Coupe du Monde. Les géants traditionnels du football sont renversés les uns après les autres, et ce sont les prétendus outsiders qui les font tomber. C'est le Maroc, représentant la fierté du continent africain, qui a mis fin la même nuit au mandat de Koeman et au parcours des Pays-Bas, au moment où l'Allemagne, quadruple championne du monde, était elle aussi stupéfaite. L'Allemagne a perdu contre le Paraguay lors d'une séance de tir, au but déjà décrite comme l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde, peut-être même plus forte que la victoire choc de la Bulgarie en quart de finale face aux Allemands champions en titre lors du Mondial 1994 aux États-Unis. Le Paraguay a remporté cette séance 4-3 après un match terminé à un but partout au terme de la prolongation, avec une tête de Julio Enciso en première période pour donner l'avantage au Paraguay avant l'égalisation de Kai Havertz pour l'Allemagne en seconde période. Lors de la séance, Havertz, qui venait d'aider Arsenal à mettre fin à 22 ans d'attente pour un titre de Premier League anglaise, a manqué le premier tir allemand. Nick Woltemade et Jonathan Tah ont également échoué pour l'Allemagne, tandis que José Canal a transformé avec calme le tir décisif pour envoyer son pays affronter la France ou la Suède en 8e de finale. C'était la première défaite de l'Allemagne au tir au but dans une Coupe du Monde, et les quadruples champions du monde n'ont plus atteint les 8e depuis leur sacre de 2014. L'Uruguay, autre puissance traditionnelle du football avec une riche histoire en Coupe du Monde, n'a même pas réussi à sortir de la phase de groupe cette fois-ci. Et à leur place avancent le Maroc, le Paraguay, le Cap-Vert, désormais la plus petite nation jamais qualifiée pour la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde, et le Congo. Autre pays outsider qui fait du bruit au plus profond du tournoi. Ces prétendus chevaux noirs ne se contentent pas de survivre à la phase de groupe et de s'accrocher.
Ils s'offrent de grandes victimes, mettent fin à des carrières d'entraîneurs chargés d'histoire et réécrivent en temps réel toute la hiérarchie du football mondial, tandis que le tournoi continue d'être assombri par les conflits de visas, les appels au boycott et les questions sur la proximité de la FIFA avec une seule figure politique. C'est précisément cette combinaison qui rend cette Coupe du Monde à la fois si impitoyable et si réellement passionnante. Chaque tour semble réclamer un nouveau géant. Chaque tour ajoute un nom à la liste grandissante des entraîneurs et des fédérations laissées à ramasser les morceaux. Koeman n'est que le dernier en date, une légende du jeu défaite par un pari défensif qui a tourné court au pire moment possible et par une équipe outsider qui a tout simplement refusé de rester à la place qu'on voulait lui assigner sur la plus grande scène du sport. Les Pays-Bas rentrent chez eux plutôt qu'à n'importe quel autre moment de toute leur histoire footballistique, et ils passeront désormais les prochains mois à chercher une nouvelle direction, un nouveau sélectionneur et une manière de se reconstruire avant le prochain grand tournoi. Le Maroc, lui, poursuit sa marche vers un choc majeur contre le co-organisateur canadien, porté par l'élan de tout un continent. Et au-dessus de chaque match, de chaque conférence de presse et de chaque titre issu de cette Coupe du Monde, plane la question inévitable de savoir jusqu'à quel point la politique a remodelé ce qui devait être, d'abord et avant tout, une célébration du football, que le pari défensif de Koeman ait véritablement coûté le tournoi aux Néerlandais, ou que le Maroc les ait simplement dominés dans le combat au moment décisif. Une chose est claire. Dans cette Coupe du Monde, aucun géant, sur le terrain comme en dehors, ne semble être en sécurité. La célébration marocaine après le coup de sifflet final à Monterrey ne concernait pas seulement la qualification pour le tour suivant. Elle représentait quelque chose de beaucoup plus vaste pour un pays qui s'est progressivement imposé comme le porte-drapeau du football africain et arabe sur la scène mondiale. Des milliers de supporters marocains dans le stade ont explosé au moment où le tir au but de Saibari a fini au fond des filets. Et les célébrations se seraient prolongées jusque tard dans la nuit au pays, dans des villes comme Casablanca et Rabat. Le parcours du Maroc jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022 avait déjà fait de cette équipe une immense source de fierté nationale, et cette nouvelle victoire contre un poids lourd européen n'a fait que renforcer l'idée que les soi-disant Lions de l'Atlas ne sont plus une histoire d'outsider au sens traditionnel, mais une véritable puissance du football à part entière. Leur prochain match contre le co-organisateur canadien à Houston est présenté comme l'une des affiches les plus attendues de toute la phase à élimination directe, opposant une équipe qui joue avec une liberté totale à un pays hôte désespéré d'aller loin devant ses propres supporters. L'histoire du Cap-Vert mérite elle aussi sa propre mention, car elle s'inscrit parfaitement dans le thème qui traverse tout ce tournoi. Une nation d'environ 500 000 habitants, plus petite que de nombreuses villes d'Europe ou d'Amérique du Nord, est devenue le plus petit pays jamais qualifié pour la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde masculine. Son parcours a été présenté comme une belle histoire par les médias internationaux, un rappel que ce format élargi à 48 équipes, malgré les critiques qu'il suscite sur les prix des billets et le calendrier, a aussi ouvert un espace permettant à des nations vraiment improbables d'écrire l'histoire sur la plus grande scène du sport. Rien de tout cela n'efface la tension qui pèse sur l'ensemble du tournoi. Les pages éditoriales européennes continuent de débattre pour savoir si la FIFA a sacrifié trop de crédibilité en s'alignant aussi étroitement sur l'administration américaine actuelle et si le bruit politique autour des visas, des boycotts et des restrictions de voyage laissera une marque durable sur la manière dont cette Coupe du Monde sera racontée lorsque le trophée sera enfin soulevé en juillet. Pour l'instant, pourtant, le football lui-même continue de produire chapitre après chapitre un véritable drame, et chaque tour semble ramener un nouveau géant brutalement sur terre.